Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la troisième étape des 4 jours de Dunkerque. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé hier sur cette journée top flop comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok, les shorts, juste après l'arrivée des grandes compétitions. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. Et puis, si vous voulez soutenir mon travail, mais que vous n'avez pas forcément les moyens, eh bien, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne en rajoutant la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur une notification, plus cette vidéo est mise en avant par l'algorithme de YouTube. On commence tout de suite avec cette troisième étape des 4 jours de Dunkerque. Une étape qui a été également mené sur un gros train par rapport aux 2 premiers jours. On est arrivé aussi un petit peu en avance, je pense, par rapport à l'horaire indiqué. Pas autant que sur le Giro, mais il devait y avoir bien 5-6 minutes d'avance, parce que entre l'arrivée de l'étape du Giro et l'arrivée de l'étape sur les 4 jours de Dunkerque, je crois qu'il y avait 11 km ou 12 km d'écart. Donc c'était vraiment très réduit, parce que quand j'ai... ou 13. Il devait y avoir 13 plutôt. Parce que quand j'ai commencé, j'ai enregistré les deux, le short et le TikTok, et je me suis dit, putain, ça va être chaud, ça va être showtime. Heureusement, il n'y a pas eu de chute à ce moment-là. C'était une étape qui était sur un gros tempo, il faisait encore très beau dans cette journée, alors que le chat a décidé de nouveau d'aller dans la litière, pourtant j'enregistre ce matin. Mais oui, ça a été un gros rythme pendant toute la journée. Les mêmes équipes, hein, on a vu un petit peu à la loto, mais surtout... la DSM, bien entendu, Decathlon AG2R avec le maillot rose Sam Bennett. Et le final est un petit peu plus technique que la veille du côté d'Abbeville, avec pas mal de petits virages. On changeait en fait pas mal de routes, de largeur de route également. À un moment, on était sur une route très large, mais avec des gros terre-pleins centraux. On devait être sur une ancienne nationale. Il y avait des gros terre-pleins, c'était pas toujours évident. Puis 1 km 9, il y avait un gros virage sur la gauche où il fallait être placé, parce qu'ensuite la route se rétrécissait pas mal, c'est-à-dire qu'on passait presque d'une 2x2 voies à une route de campagne un peu plus classique. Donc ça, c'était un petit peu plus technique. Puis après, dans le final, il y avait une dernière coupe sur la droite et il fallait être placé sur la courbe sur la droite, pardon. Et là, du côté de Decathlon AG2R, Nason a fait un énorme travail pour Bennett. Autant la veille, Bennett avait réussi à très bien se débrouiller seul en prenant la roue de Jérémy Lecroc. Autant là, il a été bien aidé par Nason. Et puis il y avait Gotera aussi qui avait fait un gros travail auparavant. Donc on voit que c'est vraiment 2 éléments importants autour de Sam Bennett, c'est Oliver Nason, Pierre Gotera. Sur ces 2 derniers jours. Donc nouvelle victoire de Sam Bennett, 2 victoires en 2 jours. C'était pas arrivé depuis longtemps, surtout 2 victoires en 2 sprints. Je pense qu'il faut remonter à la Vuelta de 2021 pour retrouver ce genre de résultat. 2022, je sais plus c'était quelle année. L'année où... c'est 2022 2022-2023 qu'il est chez Bora. Donc oui, c'était la Vuelta 2022, pardon. Eh bien, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! On passe au coureur top, premier coureur top de la journée, bien entendu, Sam Bennett, vainqueur de cette étape, 2e victoire d'affilée. Quand on parle souvent de confiance pour les sprinters, là je crois qu'on est dans l'exemple typique. Un sprinter, c'est comme un attaquant au foot. Voilà, c'est pourquoi je compare toujours l'attaquant au foot, parce que c'est un effort qui est très court. Il faut que le travail avant ait été bien fait. Comme au foot, l'attaquant, s'il ne reçoit pas une passe de qualité, si son équipe n'a pas la balle, il ne pourra pas mettre le ballon au fond. Et que l'action est très courte. Une action d'un attaquant, c'est très court. Une reprise de volée, c'est 2-3 contacts avec la balle, pas plus. Donc c'est 5-6 secondes, grand maximum où il est en maîtrise avec la balle pour aller marquer le but. Donc c'est très court. C'est pareil pour le sprinter. Un sprint, c'est une dizaine de secondes. Hein. C'est comme en athlétisme sur 100 mètres. Donc il faut la confiance. Si tu n'as pas la confiance, c'est très très compliqué. Parce que si le travail n'a pas été bien fait avant, si le footballeur ne fait pas un très bon jeu sans ballon, si le sprinter ne frotte pas correctement avant de faire son sprint, ça ne peut pas le faire. Et pour ça, il faut de la confiance. C'est ce qui manquait à Sam Bennett depuis le début de saison. Il était pas loin, mais il lui manquait ce petit plus.
Alors le fait d'avoir changé d'équipe déjà lui avait fait du bien, mais il lui manquait toujours cette victoire en fait qui allait amener cette confiance. Eh bien, il l'a eu hier. Là, il confirme aujourd'hui, gros travail de Nason, même si j'ai pas aimé la manière dont il s'est écarté Oliver Nason. Il s'est écarté au milieu du peloton, donc ça a gêné les adversaires. Encore une fois, tant que l'UCI ne sanctionnera pas de points de pénalité ou de points sur un futur permis, ce genre d'action, ça continuera jusqu'au jour où il y aura un gros crash. Parce que c'est hyper dangereux ce genre de situation. Vous avez vraiment le coureur qui s'écarte au dernier moment, les sprinters qui arrivent vite. Souvent en plus, bon, vous avez la tête un petit peu en bas. S'il ne le voit pas, il le percute, il le défonce. Donc ça peut vous amener vraiment à une catastrophe. Mais gros travail quand même de Nason pour emmener Sam Bennett parfaitement. Il lance peut-être 25 mètres trop tôt. 25-30 mètres trop tôt et encore. Il était peut-être un peu moins puissant que la veille. La veille, il était quand même très surpuissant du côté de la ville. Là, il était peut-être un petit peu moins surpuissant. Mais c'est quand même costaud. Donc c'est bien voilà, pour Sam Bennett. 17e victoire quand même de Decathlon AG2R. Je sais plus quel était le record. On avait dit, je crois que c'était une trentaine de victoires. Mais ça remonte. Hein. Je crois que de toute manière, 17... sur les 10 dernières années, ça n'a pas dû arriver souvent. Mais oui, Sam Bennett est en confiance. Alors, je ne sais pas s'il fera un grand tour, Sam Bennett. Est-ce qu'il fera le Tour de France? Est-ce qu'il fera le Tour d'Espagne? Je ne sais pas ce qui est prévu au programme de Sam Bennett. Mais, parce que le Tour d'Espagne, il y aura des occasions hein, pour les sprinters. Peut-être qu'on l'emmènera sur le Tour d'Espagne comme Gotera n'a pas fait de grand tour jusqu'à maintenant. Peut-être que voilà, on fera de cette manière-là, mais pour le moment, il fait un excellent boulot et surtout le train commence à bien se construire. Autant chez Arkea par exemple, on n'arrive pas à construire un train pour le moment parfait pour Arnaud Démare. Et puis là en ce moment, Arnaud Démare, où il ne sprinte pas vu qu'il s'est blessé lors de la première étape. Alors que du côté de Sam Bennett, on arrive à construire ce train, cette confiance. Alors il manque encore un peu, je pense que c'est Pierre Gotera pour le moment, qui fait du bon boulot mais qui n'est pas encore peut-être dans un timing parfait. Quand Pierre Gotera aura un timing parfait, là ça sera super pour l'équipe. Et puis Sam Bennett, là c'est reparti. Faudra voir quand même, hein, l'étape d'aujourd'hui sera une étape avec des pavés. Je pense qu'il va perdre du temps aujourd'hui Sam Bennett, quoique il s'était retrouvé une année à Gand-Wevelgem dans un groupe avec Wout van Aert, l'année où il avait eu des petits problèmes gastriques. Qu'a rappelé Antoine Vaillé. Il a juste mis ça dans son tweet. Voilà. Le mec qui vomissait maintenant qui gagne. Antoine Vaillé dans sa grande classe. Voilà, comme toujours, quand il ne s'attaque pas au cyclisme féminin de manière totalement misogyne, c'est pour s'attaquer à des coureurs sans aucune preuve. Si maintenant il faut trouver des preuves. Pour ça que ça m'énerve, ce genre de situation, et encore plus quand je vois la bande-annonce de la série Netflix. On poursuit, deuxième coureur top aujourd'hui. Après Sam Bennett, c'est Frétin. Alors le problème de Frétin, c'est qu'il est un peu seul dans son équipe. Hein. C'est vrai qu'il est obligé de se débrouiller quand même très très seul. Des fois ça marche, des fois ça passe pas. Hier ça n'avait pas fonctionné, il n'avait pas pu faire le sprint. Aujourd'hui ça a marché. Il y avait quand même aussi Alexis Renard, mais c'est trop faible. Hein. Alexis Renard, Milan Frétin, c'est un peu juste. Par contre je me dis de plus en plus, si Brian Cocard, je pense qu'il va faire les boucles de la Mayenne, retrouve pas un minimum de performance, Milan Frétin ça peut être une belle option hein, pour le Tour de France. Alors c'est peut-être pas le mec qui ira chercher des podiums et des victoires, mais top 5, top 10 c'est peut-être réalisable pour un Milan Frétin, avec une équipe où vous auriez une partie de l'équipe pour Guillaume Martin, 2-3 coureurs avec Milan Frétin et Alexis Renard, un autre coureur également pour emmener, ça pourrait être pas mal, mais il est un peu seul, voilà, Milan Frétin dans le final, donc ça c'est un petit peu dommageable. Tiens, avec un Goujard, mettez Goujard, Renard, Frétin, peut-être être intéressant pour le prochain Tour de France, si Brian Cocard n'est pas au niveau. Et puis bon, lanceur de Brian Cocard, ça peut le faire aussi, hein, Milan Frétin, donc on verra ce que ça donne, mais très bon hein, Milan Frétin. Moi j'attends de voir ce que ça va donner aujourd'hui sur les pavés. Je sais pas trop ce que ça va donner.
Lui qui est maillot blanc, hein, donc qui est quand même un maillot à défendre. Je pense qu'à Cassel, ça sera compliqué samedi, mais demain, là aujourd'hui, il va y avoir quand même pas mal de kilomètres de pavés. Ça va être une journée bien difficile. Alors, en plus, les pavés, je sais pas s'il y a eu de la pluie ces derniers jours. Je pense qu'il y a eu de la pluie dans la région. Donc il risque d'être humide, vu qu'il pleut quand même beaucoup depuis le début de l'année en France. Donc ça risque d'être très boueux et technique. Donc ça risque de faire des écarts. C'est peut-être même cette étape-là qui va être décisive pour le classement général avant l'étape de Cassel. Parce que si vous prenez 2 minutes d'avance sur une étape comme ça, à Cassel, je suis pas sûr que voilà, vous arriviez à battre le mec qui a pris 2 minutes d'avance. Troisième coureur top, Pierre Barbier. Et oui, c'est bien du côté de Pierre Barbier, le coureur de l'équipe Philippe Wagner Racing, pardon. Non, Philippe Wagner Bazin, il n'y a pas du tout Racing, je sais pas pourquoi je veux mettre Racing. Ça fait depuis 2 jours que je veux mettre Racing dans le nom de cette équipe. Pierre Barbier qui a rejoint donc cette formation après avoir passé une année chez CIC. Il avait fait également une année chez BNB Hotel, une année avant chez Delco. Coureur français, voilà, vous avez Rudy et Pierre. C'est Rudy qui faisait le poisson pilote pour Pierre aujourd'hui. Coureur qui a quelques résultats depuis le début de saison. Alors déjà, sur le Tour de Sharjah, il avait remporté 2 victoires d'étape, plus le classement de meilleur sprinter. Grand Prix Criquet-Lyon, pardon, 4e, donc ça c'était pas mal. 2e du Omloop van het Waasland. 3e du Etvels Elfsteden Ronde de Bruges. Et donc 6e aujourd'hui. Comme j'ai toujours dit avec le problème des barbiers, c'est que dès que la course est un petit peu animée, ils disparaissent. Par contre, quand la course est assez calme pendant la journée, même si là il y avait un gros tempo, mais il n'y a pas eu de grosses attaques, il n'y a pas eu de grosses bosses, ce sont des très bons sprinters. Le problème c'est qu'il faut une course calme, voilà, pour les frères Barbier. Aujourd'hui c'était calme, donc très bon sprint, voilà, du côté de la Philippe Wagner. Vous avez également Gwen Leclinch du côté de cette équipe, qui a pris encore des points pour le classement de la montagne, pardon, qui se retrouve à avoir 21 points, donc qui est passé devant Maxime Jarnet. On verra comment il s'en sortira du côté de l'étape de Cassel. C'est là où jouera, je pense, le classement de la montagne, avec peut-être un Cyrus Monk, par exemple, sur cette étape-là dont il faudra se méfier. Mais c'est bien, voilà, pour Pierre Barbier, pour Rudy Barbier, pour cette équipe Philippe Wagner, qui a donc 3 victoires depuis le début de saison. Circuit des Ardennes pour Alexis Guérin. Une étape du Tour de Bretagne également pour Alexis Guérin en échappée. Pierre Barbier qui a fait 6e aujourd'hui. Non, il y a quelques résultats intéressants, voilà, pour cette équipe belge qui, je rappelle, est quand même très française pour une équipe belge, mais il y a un co-sponsor belge, il y a un co-sponsor français. On verra ce que ça donnera. Ils feront le Ronde van Limbourg au mois de mai, Paris 3 également, Tour de la Mirabelle, et puis le circuit franco-belge, voilà, dans leur prochaine course. Et dans les courses importantes qu'on devrait débriefer, il y aura notamment le Tour du Limousin, il y aura peut-être le Grand Prix de Fourmies également qu'on débriefera, voilà, sur les différentes épreuves qu'ils feront. Le Tour de Belgique aussi, peut-être qu'on fera le débrief du Tour du Belgique. Course intéressante, le Tour du Belgique. Et je pense que ça tombe pendant le Tour de Suisse. Ce sera peut-être pas évident pour moi. Je serai de retour normalement pour le Tour de Belgique, donc on verra si j'arriverai à faire un débrief de cette épreuve. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne, je commence avec la DSM. C'est le bordel depuis 3 jours du côté de la DSM, c'est-à-dire que on est très bien en place à 3 km de l'arrivée. Là aujourd'hui, alors je me disais à 3 km de l'arrivée, déjà ils sont en place un peu plus loin que d'habitude, parce qu'avant ça se délitait à 5 bornes, sauf qu'à 3 bornes, il y a une courbe à un moment sur la droite, t'as le train qui se casse en deux. T'en as 2 d'un côté et 3 de l'autre, ou je sais plus, 3 et 2. Bon, déjà tu te dis, c'est un peu problématique. Et puis à la fin, que ça soit Van Uden ou que ça soit Eekhoff, il n'y en a aucun qui fait le travail pour l'autre. C'est-à-dire que dans les 500 derniers mètres du côté de la DSM, tu as 2 coureurs qui ne veulent pas faire le travail l'un pour l'autre. Eekhoff fait 4, Van Uden fait 11, ça ne serait jamais venu à l'idée à l'un ou à l'autre de faire le job. Alors je ne sais pas si c'était Eekhoff qui devait faire le travail pour Van Uden ou Van Uden qui devait faire le travail pour Eekhoff, mais il y a un problème de toute manière, il y a un problème dans cette formation.
Là, ça fait depuis 4 jours enfin 3 jours que ça se passe pas correctement. On est quand même sur une épreuve Pro Series et cette équipe ne sait plus emmener les sprints. C'était quand même, je rappelle que la DSM de base c'est l'équipe Argo Shimano. Skill Shimano même avant, c'est une équipe qui existe depuis 2015. Dans l'ADN de cette formation, il y a toujours eu des bons sprinters. Et notamment De Genkolb au maximum de sa carrière et Kittel. Et Mesgek aussi, qui était très fort. Donc c'est une équipe qui savait emmener les sprints. Aujourd'hui, cette équipe n'arrive plus à le faire. Ça, on le voit avec Jacobsen, on le voit avec Andresen, c'est compliqué. Mais on le voit aussi là sur cette épreuve. Sauf qu'on est sur une Pro Series. On est sur une épreuve un petit peu en dessous, quoi, de deuxième division. Donc normalement, ils doivent réussir à s'en sortir. Il n'y a pas que des équipes pour le tour. Et puis, il y a beaucoup d'équipes qui ne sont pas venues forcément avec un collectif qui est aussi intéressant que le leur pour emmener un sprint. Là, c'est quand même dur, quoi. Enfin, et c'est pas à Ekov de faire le sprint, normalement. Enfin, pour moi, ça Casper Van Uden. Bon, je sais vraiment pas ce qui s'est passé dans le final, mais pour moi, il y a un vrai problème d'organisation. Souvent, quand il y a un problème d'organisation, ça veut dire également que le collectif ne vit pas très bien. Donc peut-être qu'il y a des coureurs qui ne s'apprécient pas énormément dans les coureurs qu'on a emmenés au départ de cette épreuve, parce que normalement, on aurait dû faire le travail pour son leader, et là, on a l'impression que soit le leader n'était pas déterminé ce matin, c'est-à-dire qu'il y avait Van Uden et Ekhoff, et que personne n'a voulu faire le travail pour l'autre. Donc c'est un petit peu dommageable, voilà, du côté de cette formation. Et c'est quand même, enfin, ça fait 3 sprints d'affilée qu'ils n'arrivent pas à faire un train correct. Contrairement à certains de leurs adversaires qui ont réussi à rectifier le tir. Donc, moi je trouve qu'il y a quand même un souci de ce côté-là. On poursuit du côté des bonnets d'âne du jour avec Jack Stewart. On parlait de DSM, il y a une autre équipe où c'est le bordel, c'est Israël. Et pourquoi aujourd'hui je mets Jack Stewart du côté d'Israël? Parce qu'il a fait un effort qui servait absolument à rien. À 600 mètres, il décide de rouler très vite, très fort. Tu sais, on a l'impression qu'il lance ce sprint. Oui, le problème, c'est que derrière Jack Stewart, il n'y a personne. Et en plus, il commence à lancer, il est au moins 8e ou 9e du groupe. Donc, c'est-à-dire qu'il est remonté jusqu'à la 4e, 5e, 3e place du peloton. Mais donc, c'est-à-dire qu'il ne s'est jamais retrouvé en première position du peloton. Et ensuite, il a fait son effort pendant 200 mètres. Bam, il s'est écarté. Est-ce qu'il a remonté à Ackermann? Non, Ackermann n'était pas dans sa roue. Est-ce qu'il a réussi à accélérer le rythme du peloton? Non, parce qu'il ne s'est jamais retrouvé en tête du peloton. Donc on se demande bien à quoi ça servait l'accélération de Jack Stewart. Donc ce qui fait qu'Ackermann s'est encore débrouillé seul, il fait 5e, mais tant qu'il n'aura pas des hommes avec lui qui peuvent l'accompagner, ça va être difficile. Je pense qu'en plus Ackermann est quand même prévu pour le prochain Tour de France. Voilà. Si on n'améliore pas le train autour de lui, je ne sais pas si Jack Stewart est prévu également sur le Tour de France, mais tant que c'est pas encore marqué, tant que c'est pas amélioré, ça va être difficile. Je n'avais pas vu, mais Jack Stewart qui a très peu de jours de course, seulement 11, il a repris à Milan-Turin. Un top 10, c'était sur le circuit de Wallonie. Alors je sais pas pourquoi il a eu une pause aussi importante, mais je pense qu'il avait eu des problèmes physiques. Parce qu'il a fini sur 3 abandons en fin de saison. Le coureur anciennement de la Groupama FDJ, qui était passé par la Continental Groupama FDJ. Mais ouais, c'est un coureur qui a un peu du mal là depuis 2023, n'était pas top en termes de résultats. Déjà, 2024 est pour le moment pas sensationnel non plus. Donc ça serait bien déjà de faire son job de coéquipier. Parce que là, c'est vrai que c'est pas foufou, quoi. Du côté de Jack Stewart, et là le travail, son travail n'a servi à rien. C'était inutile. Voilà, il aurait mieux fait de rien faire parce qu'il a consommé de l'énergie pour pas grand chose. Et Ackermann, c'est dommage parce que 4e, 5e, vous avez fini très loin sur l'étape du Touquet. Mais pour le moment, il n'est pas aidé. Et je regardais ses résultats depuis le début de saison. À part sa 13e place à Paris-Nice, 9e à Montargis, 4e de Nocquereux. Sinon, ça a été loin un petit peu partout. Sur l'UAE Tour, il n'est pas dans le bon timing. Et lui aussi, là, 20 jours de course. Bon, il va faire Round Köln. Donc ça sera la semaine prochaine. Une course allemande qui est une 1-1, je crois. En termes de classification, c'est une 1-1. Il y aura quand même du bon monde, parce qu'il y aura du Welsford.
Il y aura donc Ackermann, qui sera pour l'équipe d'Allemagne. Il ne sera pas avec Israël, il sera avec l'équipe d'Allemagne. Avec Tottenberg, tiens, le jeune allemand de l'équipe développement de la Lidl Trek. Et avec Rick Zabel, qui va prendre sa retraite après cette épreuve-là, normalement. Parce qu'il a dit qu'il a annoncé sa retraite. Oui, ça sera son dernier jour de course. Bon, je ne sais pas s'il aura un apport énorme. Rick Zabel, qui est plus au contrat avec... voilà, ça sera son dernier jour de course, ça sera son grand départ. Il y aura Capiot, Emozzato, il y aura Paul White, il y aura du monde. Il y aura Van Duden aussi, au départ. Il y aura Zimmerman, Van Poppel, Tennyson du côté d'Intermarché. Et il y aura pas de lit. Voilà, par exemple, du côté des équipes. Et puis toutes les contis allemandes seront là et autrichiennes avec la Vorarlberg notamment. La team Lotto Carnaos, encore Radnet, Bikehead également sera au départ. Il y aura pas mal de belles équipes qui tenteront d'avoir un résultat sur cette épreuve du côté de l'Allemagne. Épreuve qui existe depuis, c'est la 106e édition, en première édition 1910 de Rund und Köln, avec mon magnifique accent allemand. Donc, du côté de Pascal Ackermann, bah oui, il va falloir quand même rectifier le tir, parce qu'il est pas mauvais, je trouve, au niveau conditions physiques, il est pas mal. Mais il est tout le temps tellement loin au début du sprint que ça peut pas le faire. Je termine avec Jason Tesson. Ouais, 8e aujourd'hui, c'est pas encore exceptionnel de la part de Jason Tesson. Alors c'est un coureur qui est quand même souvent tombé, donc je pense qu'il y a un petit manque de confiance de la part du coureur français. Ça se sentait sur les premiers sprints parce qu'il n'arrivait pas à suivre son train, il n'arrivait pas à suivre son poisson pilote. Là hier, Geoffrey Soupe l'a vraiment bien emmené. Il en manquait un petit peu aujourd'hui pour Jason Tesson. Je pense que sa saison était programmée différemment et puis il a tellement eu d'abandon que ça a forcément changé la donne, notamment sur le région Pays de la Loire Tour, sur le circuit de Wallonie. Je ne sais pas s'il était prévu sur les 4 jours de Dunkerque au départ. Je ne sais pas s'il était prévu pour le Tour de France aussi, du côté de la Total Energy. Donc, ce qui fait qu'il est peut-être obligé d'accélérer le rythme fortement pour retrouver une condition physique de qualité. Voilà, du côté de Jason, il en manque un petit peu. Il faudra attendre désormais la dernière étape à Dunkerque, donc dimanche, pour voir s'il peut aller remporter une étape ou au moins faire un top 5, ce qui pourrait rassurer le coureur qui est passé par Saint-Michel et également ce Jason Espoir dans sa carrière, Jason Tesson. Là, il en manque un petit peu pour le moment pour le sprinter français qui avait remporté la Route Tourangelle, on s'en souvient. C'était au mois de mars, c'était sa 7e victoire chez les professionnels, lui qui avait quand même pas mal gagné du côté de la formation Saint-Michel. Aubert 93, parce qu'à l'époque il n'y avait pas Mavic comme sponsor. C'est encore léger, tu sens qu'il a besoin qu'on l'accompagne pour le moment. Il a besoin de retrouver de la confiance, qu'on l'accompagne, qu'on le prenne presque par la main dans le peloton. Et est-ce que du côté de la Total Energy on a le train pour le faire? Je ne sais pas. Ça manque peut-être d'un Lorenzo Manzin qui je crois n'est pas au départ. Geoffrey Soupe, bon, c'est un coureur de qualité qui a emmené des sprints notamment pour Nasser Bonny. Mais ouais, ça manque peut-être d'un Lorenzo Manzin parce que t'as... Ah si, non, il est là au plus au départ, Lorenzo Manzin. Oui, j'avais un doute, mais non, il est au départ. Ouais, ça manque peut-être d'un coureur du côté de la Total pour emmener correctement le train. Là, je regarde un petit peu qui aurait peut-être pu faire ce travail-là. Ouais, t'as pas forcément le coureur. Hein. Van Gestel, ouais. Van Gestel aurait peut-être pu faire ce job-là. Parce que Turgis, encore une fois, étant donné que c'est pas un sprinter, elle a du mal à frotter, donc c'est compliqué. Donc ouais, il y a Van Gestel, c'est vrai que Van Gestel il frotte bien, mais bon, le problème c'est que ça veut dire que tu auras emmené quasiment tous tes coureurs rapides sur une seule et même épreuve. C'était peut-être pas forcément l'idée du staff. Parce que Van Gestel, voilà, il sera dimanche sur la Antwerp Porte Epic et le lendemain sur la Ronde de Van Limburg. Avant et sur les boucles de la Mayenne, pour l'instant on n'a pas encore le collectif, équipe qu'on verra également sur la Mercantour classique avant d'aller sur le Tour de Slovénie, sur le Tour de Belgique notamment au mois de juin, parce qu'ils ne seront pas sur le Dauphiné avant d'atteindre le Tour de France. Voilà. Une fin de saison qui sera très française, hein, vu que cette équipe a quand même raté pas mal d'invitations depuis le début de saison, et ça sera un truc à travailler pour l'année prochaine, essayer d'avoir des invitations.
du côté de la Total Energy. Allez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!